Parfait, très bien. Donc, j'ai essayé de donner un titre sur ce que j'allais discuter aujourd'hui, donc à savoir le numérique au service du travail personnel autonome. Et c'est vraiment la problématique qu'on s'est posée avec un ami il y a quelques années, presque 10 ans, lorsque, en sortie d'école d'ingénieur, on a décidé de créer une association pour venir en aide à des jeunes collégiens et lycéens, donc entre, on va dire, 12 ans et 17, 18 ans, sur les matières scientifiques. Et à l'époque, on voulait faire du soutien scolaire assez classique, donc un support technique pour les aider à mieux comprendre leurs leçons de maths, leurs leçons de physique et leurs leçons d'SVT. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte à la fin de la première année qu'on n'était pas satisfait de notre rapport, alors qu'on les voyait une voire 2 fois par semaine, une après-midi. On n'était pas du tout satisfait parce qu'on sentait qu'avec, l'arrivée massive des smartphones sur cette tranche de la population, il y a eu quelque chose qui a changé, notamment dans tout ce qui constitue l'infrastructure scolaire. Donc l'infrastructure scolaire, c'est la motivation de l'élève, c'est sa régularité, c'est tout ce qui en fait que son travail personnel existe, qu'il est suffisant en termes de quantité et surtout qui est qualitatif. Autrement dit, par exemple, que lorsqu'il travaille, il est concentré sur son travail. Donc, ce genre de choses, on a perçu vraiment une dégénérescence au fur et à mesure des mois, et on s'est dit qu'on allait aborder la question de manière d'abord très théorique. Enfin, on a étudié un certain nombre d'études scientifiques sur le sujet autour des écrans pour venir petit à petit proposer en fait un dispositif pédagogique qui, au début, n'utilisait pas du tout le numérique, pour développer ce qu'on a appelé les soft skills en anglais. Les soft skills, c'est toutes les compétences non techniques. Donc, pour nous, les compétences non techniques, ça a commencé par la régularité du travail, la méthode de travail. Ensuite, on a commencé à travailler sur la concentration, les méthodes d'apprentissage, comme l'évoquait Yacine, et de mémorisation. Et donc, tout ça, ça constitue tout un, un contenu pédagogique qui de plus en plus s'extrayait des matières scientifiques pour aborder toute la scolarité dans sa transversalité. Et c'est là où on a proposé, avec l'avènement de la crise Covid, euh, un- un- une intégration dans un dispositif numérique de ce dispositif pédagogique qui permettait, selon nous, d'améliorer le travail autonome des collégiens et des lycéens. Et en fait, quand on aborde la question donc, des écrans pour les jeunes. Donc moi, je m'intéresse surtout à la catégorie 13-17 ans. Je vais vous dire quelques mots vraiment, mais ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, pour les jeunes de moins de 13 ans, donc inférieur ou égal à 12 ans. Ça, c'est dans la continuité de la partition de Mohamed. Voilà, donc pour cette tranche donc, de 13-17, donc de la sixième à la terminale, il y a quelque chose qui se joue en particulier, c'est l'usage qui est de plus en plus excessif des écrans. Et donc pour ça, je vais vous montrer quelques chiffres. Donc tout à l'heure, si Mohamed a exposé la dernière étude, mais ce qui est crucial, vraiment comme l'a dit Yacine tout à l'heure, c'est vraiment l'usage du numérique, l'usage des écrans. Et donc ce qu'on sait, c'est qu'en termes d'équipement, on est quasiment tous logés à la même enseigne. Donc chez les 12-17 ans, on a 90% des élèves, maintenant c'est un peu plus parce que cette étude date de 2021, donc 90% des 12-17 ans qui sont équipés d'un smartphone. C'est même pas un téléphone, hein, c'est un smartphone, donc avec la possibilité de surfer sur Internet avec le téléphone. Et quand on s'intéresse aux 15-17 ans, ça veut dire les lycéens, on est à 99%. Donc autrement dit, quasiment, enfin, sauf exception, tous les lycéens. Et l'usage qu'ils en font, c'est à l'unanimité quasiment pour se divertir, s'amuser. Et les jeunes utilisent aussi l'expression tuer le temps. Et lorsqu'on fait des estimations, en moyenne, certaines études disent 4 heures, d'autres disent 3 heures, et certaines vont même jusqu'à dire que l'usage peut même dépasser 7 heures. Mais en réalité, moi, quand je vois mes élèves, j'ai des élèves de seconde et de première, en réalité, ce qui est frappant, c'est pas forcément le temps qu'ils consacrent dans leur smartphone, mais c'est vraiment le fait qu'ils sont
toujours connectés à leur smartphone. Vraiment, c'est quelque chose de frappant. Ils l'ont systématiquement en main ou dans la poche, à proximité, pour pouvoir réagir à des snaps, visualiser des snaps, scroller lorsqu'ils sont scroller. Donc, c'est vraiment, pour ceux qui ne savent pas, c'est défiler le fil d'actualité de leurs réseaux sociaux. Ce qu'ils utilisent massivement aujourd'hui, et cela depuis la crise du Covid, c'est TikTok. Donc, donc un usage très visuel des réseaux sociaux avec, avec un défilé sans continu de courtes vidéos qu'on appelle les TikTok. Euh, et donc, ce qui est frappant, c'est que j'ai à chaque cours plus de 25% de mes élèves qui non seulement ont leur portable à la main, donc ils attendent, enfin ça c'est quasiment tous, mais ils ont aussi des oreillettes. Donc c'est je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est les pour ceux qui connaissent, c'est les écouteurs sans fil d'Apple, les AirPods, voilà, merci. Ils ont tout ça dans les oreilles. Et en fait, je suis systématiquement obligé de leur demander de les retirer parce qu'ils oublient qu'ils les ont dans les oreilles. Et ça, c'est un signe incroyable de ce qu'on appelle la technoférence. C'est un concept, c'est un barbarisme qui est né de la technologie, de la conjugaison entre technologie et interférence. Donc la technoférence, typiquement une scène de technoférence, c'est quand vous levez la tête dans le métro ou sur le tram ou dans le tramway et que vous voyez que tout le monde a le nez dans son smartphone. Donc voilà, en fait, on a remplacé les relations interpersonnelles dans des scènes quotidiennes par en fait une relation virtuelle avec son écran. Jusqu'à présent, je critique pas, hein, je suis encore, je suis je pose le diagnostic. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que la réalité, elle est ce qu'elle est. C'est que on a je dirais même, je vais tenter le mot, donc une espèce humaine augmentée, nouvelle, en tout cas, qui dorénavant est équipée d'objets qu'on appelle smartphones et qui vit avec et qui fait corps avec. Et donc, pour ça, il faut, nous, la stratégie qu'on a adoptée chez Master, ce n'est pas d'aller à l'encontre de cette réalité, c'est d'essayer de justement aller au-delà, enfin, c'est de composer avec cette réalité. Donc, pour ça, je vous renvoie, j'ai deux livres à vous citer. Donc, le premier, c'est ce livre-là de Bruno Latour, donc Où suis-je? En fait, Où suis-je? C'est un livre qui commence par dresser un constat qui est intéressant, c'est que l'être humain, pardon, il cite l'histoire de la métamorphose de Kafka, qui est un roman, donc du célèbre auteur Kafka, et qui décrit que le personnage principal de l'histoire se réveille un jour transformé en mutant. Il a perdu ses membres et il a une mobilité qui est réduite, mais en revanche, il a d'autres facultés. Il a développé d'autres facultés. Il commence à se mouvoir dans son environnement. Et en se mouvant avec ses nouvelles facultés, nouvelles compétences, il va réussir à exister. Et donc, j'ai l'impression que ce que nous, on essaye de faire, c'est partir de ce constat. C'est que cette jeunesse, et même nous-mêmes, en fait, quand on se regarde après dans le rétro, on est à peu près pareil. Maintenant, on communique quasiment toujours via visioconférence. On est ou nous-mêmes souvent plongés dans nos écrans. Donc, tout ça, ça fait qu'il y a eu énormément de changements dans la façon dont on consommait notre temps sur cette vie et dans la façon justement où on apprenait, ou comment on traitait les informations, comment on communiquait entre nous. Donc tout ça, c'est un bouleversement inédit que l'humanité n'a jamais connu et qu'il va falloir composer avec. Voilà, donc ça, c'était une très longue introduction, pardon, pour dire que selon nous, chez Master, les écrans sont, enfin, comme le disait Yacine à l'instant, un outil qui aujourd'hui est partagé de tous, et en particulier chez les jeunes, qui, est, euh, qui suggère un usage particulier qui lui est propre et qui occupe énormément de temps chez cette population et qu'il va falloir utiliser
pour, enfin les aider en tout cas à l'utiliser pour développer des compétences, pour continuer à apprendre et développer des compétences. Pourquoi? Parce que sans, les compétences que suggère le numérique, ce sont des personnes qui vont malheureusement, être marginalisées. Je vous donne un exemple, chez, 30 des étudiants post-bac, on a montré récemment qu'ils souffraient d'illectronisme. Alors l'illectronisme, c'est, l'illettrisme mais appliqué au numérique, et donc c'est l'illectronisme administratif. Alors je sais plus, je crois que c'est toi Yacine qui parlais de ça à l'instant, mais on a effectivement chez les étudiants, le préjugé qu'ils sont beaucoup, enfin sont meilleurs que nous en matière d'usage des écrans, mais en réalité, quand on les met face, par exemple, à un formulaire de l'administration française, ils sont incapables de le remplir et ça, c'est pour un tiers d'entre eux. Donc être incapable d'interagir avec l'administration, c'est une façon de s'exclure. C'est une façon d'augmenter le non-recours, par exemple sur des prestations sociales, sur des services publics. Voilà, et donc quelque part, c'est une source d'injustice. Voilà, donc il va falloir composer avec cette réalité pour lutter contre des problématiques qui sont nouvelles aujourd'hui, mais qui ont trait à l'apprentissage, de la coexistence avec ces écrans. Après, on peut citer aussi puisque, l'intitulé le suggère, on peut citer quelques risques assez classiques liés à l'usage des écrans. Donc sur la gauche, là, sur la partie gauche, hem vous avez ce qui revient classiquement. Classiquement, c'est le l'utilisation des écrans, c'est quelque part par rapport à l'homme primitif, si je puis m'exprimer ainsi, c'est une contraction de l'espace-temps. Donc en gros, l'espace, on ne le voit plus en 3D, on le voit en 2D, puisque c'est sur un écran. Et le temps, en fait, on n'a plus les mêmes temporalités puisque on peut interagir avec, moi-même qui suis aujourd'hui, sur Paris, je peux interagir avec, des personnes qui sont sur Bordeaux. Voilà, donc on a une contraction du temps et de l'espace et alors que ça, de tout temps, de tous les siècles qui ont précédé, c'était pas quelque chose de possible et l'être humain, il garde une trace dans son, une trace dans sa programmation quelque part, de cet héritage, pluriséculaire, millénaire même. Et donc forcément, le fait qu'il y ait une dysphasie entre ce qui est, entre ce que les écrans donnent comme possibilité et ce que l'être humain a toujours vécu, dans, son monde, accessible, donc le monde sensible, accessible par les sens et par la motricité, bah, ça provoque un certain nombre de déséquilibres. Par exemple, la vue, donc le fait qu'on n'ait plus besoin de visualiser les champs sur, des paysages lointains, ben, provoque forcément une économisation, par le corps humain des muscles oculaires et donc de la myopie. Il y a aussi mais après si on parle de contraction du temps, ben, quelqu'un qui avait l'habitude de se concentrer des heures et des heures pour attendre le moment fatidique où il va pouvoir capturer, chasser sa proie, et donc faire preuve d'une concentration inouïe pendant plusieurs heures. Ben, aujourd'hui, il a accès à tout ce qu'il veut en un clic. En fait, on est passé du chasseur-cueilleur au click and delivery. Donc voilà, c'est vraiment des temporalités extrêmement opposées, c'est incroyable et donc forcément, ça provoque des troubles de la concentration. Voilà et je peux en citer d'autres comme ça, mais l'idée c'est pas c'est de prendre conscience de ce risque et de fixer des règles et j'en viens aussi au deuxième livre que je vous ai cité, c'est, Serge Tisseron, qui est un psychiatre, français qui a rédigé un code de bonne conduite, enfin un code du bon éducateur, d'enfant à l'usage de l'écran et donc il a fait une sorte de recommandation, de synthèse, pour les enfants de 0 à 3 ans, de 3 à 6 ans, de 6 à 9 ans et de 9 à 12 ans. C'est intéressant parce qu'en fait, son approche, elle est simple. Il dit au départ que de la même façon qu'on ne va pas donner, des bonbons, de manière illimitée à un enfant, selon son âge, eh ben, on va exactement procéder de la même manière avec les écrans et à chaque âge, en fonction de la donc lui, il
c'était un théoricien, enfin, en tant que psychiatre, il a beaucoup travaillé sur la psychologie du développement, notamment chez l'enfant. Et il essaye de donner des recommandations qui tient compte, qui va au-delà vous savez, du principe moralisateur. Soit les écrans c'est top, soit les écrans c'est à bannir. Donc c'est une stratégie qui me semble très nuancée et intéressante pour pour ce qui me concerne. Voilà. Donc il me reste combien de temps? C'est Mohamed, excusez-moi, j'ai pas trop. 10 minutes à peu près? 10 minutes? D'accord, ok. Bon, bah, ça va. Je vais essayer de faire ça en quelques minutes. Oui. Euh, Oui, ça serait bien de laisser un peu de temps pour ouais, les discussions. tout à fait. Ouais. Donc très rapidement, nous, ce qu'on a voulu utiliser, donc c'est la puissance suggestive du numérique. Donc ce qu'on appelle, le terme technique, c'est l'affordance. Donc l'affordance, c'est la capacité d'un objet à suggérer son usage. Donc par exemple, quand vous voyez, imaginons que vous voyez une poignée de porte pour la première fois de votre vie, eh ben, à la forme de l'objet, vous êtes capable de savoir s'il faut appuyer sur le bouton pour l'ouvrir, s'il faut tourner, s'il faut faire une rotation, exercer une pression, un couple. Enfin, voilà, c'est ça l'idée. Et la particularité du numérique, c'est que son pouvoir suggestif, donc son affordance, est quelque chose de très très puissant. Donc par exemple, c'est pour ça que les jeux vidéo, en particulier donc les jeux vidéo sur application mobile, sont très addictifs. Voilà, il suffit, c'est une des principales forces et notamment cause de l'usage excessif des écrans, soit ordinateur, soit smartphone. Euh, voilà, mais après, il y a d'autres possibilités qu'offre le numérique. Donc, on peut mettre très facilement en place un système de récompense. On peut utiliser ce qu'on fait aujourd'hui, la communication instantanée. Tous ces outils-là peuvent être très utiles pour des applications éducatives. Et donc, nous, c'est ce qu'on a tenté de faire. Donc, on propose donc ce qu'on appelle du soutien scolaire nouvelle génération. Pourquoi? Parce qu'on va bâtir une stratégie pédagogique autour donc d'un accompagnement humain, donc via un coach personnel. Donc, c'est quelqu'un qui est suffisamment jeune pour être capable de comprendre les élèves, mais en même temps suffisamment mature pour pouvoir les conseiller sur ce qui est bien pour eux. Donc ça, c'est le coach personnel. Et ce coach personnel, on va mettre à son service un certain nombre d'outils, et notamment une application mobile. Donc cette application mobile, elle est ludique, et ça va permettre, enfin nous, on souhaite que cela permette aux utilisateurs, donc 13 à 17 ans, et les premiers signes sont intéressants, de développer leurs compétences transverses. Et donc les compétences transverses, on les a classifiées en 4 catégories. Donc, les compétences organisationnelles, les compétences de concentration, les compétences d'expression et les compétences de coopération. Et je m'arrêterai sur cette slide. Donc pour vous dire que, en fait, là où il y a une problématique potentielle avec un certain nombre d'écrans, nous, on essaye d'apporter des réponses. Je vous donne un exemple. Sur l'organisation, par exemple, beaucoup d'élèves, lorsqu'ils ont du temps libre, rentrent chez eux à 18 h, font une sieste, ensuite prennent leur téléphone, surfent sur TikTok jusqu'à minuit, minuit et demi, voire plus, et se réveillent le lendemain matin à 7h15 pour se rendre au lycée à 8 h. Et rebelote, ils rentrent du travail, enfin ils rentrent de l'école vers 17 h, 17h30, sont fatigués, ils refont une sieste et on recommence. Donc les troubles du sommeil sont très corrélés à l'usage de l'écran. Et donc nous, ce qu'on essaie de réinstaurer, c'est une forme de discipline du temps, une discipline du travail personnel. Donc pour ça, on propose 2 sessions régulières, par exemple mardi, jeudi, de 18 h à 19 h. Et l'élève sait qu'il doit se connecter à ce moment-là. Et pour lui, c'est structurant parce qu'il va pouvoir avoir des points de repère où il sait qu'à 18 h, il va revoir son coach le mardi et le jeudi. Et c'est très important pour lui d'avoir un emploi du temps qui est clair et dans lequel il peut de nouveau avoir des points de repère qui vont l'empêcher d'aller tuer le temps sur d'autres applications concurrentes. Voilà, donc ça, c'est l'organisation. Je vous donne un autre exemple sur la concentration. La concentration,
par exemple, on a un mode, ce qu'on appelle un mode avion, où l'élève, lorsqu'il travaille hors ligne, et donc il démarre une activité, il travaille en mode hors ligne, et donc il va plus avoir de notification. Nous, en fait, l'élève, il travaille comme d'habitude. Donc, il va, par exemple, s'il doit faire une fiche de cours ou s'il doit faire un devoir qui lui a été donné par son prof, il va continuer à le faire comme d'habitude. Il va écrire sur une feuille. Euh, il va juste être encadré par l'application. Quand je dis encadré par l'application, il y aura une activité qui s'appelle devoir écrit. Il la démarre. Il y a un chronomètre. À ce moment-là, il a le choix de passer en mode avion ou pas. Et s'il passe en mode avion, il gagne des points supplémentaires. Et donc, il y a un système de récompense qui le motive à faire usage du mode avion et donc à se concentrer sur sa tâche. À la fin de son devoir écrit, il le prend en photo et c'est là où il va avoir des retours de la part de ses évaluateurs. Pour ce qui concerne donc la coopération, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a des risques euh, il y a des risques liés donc à leur vie sociale. Donc, très récemment, enfin, ça c'est un cas extrême, mais donc l'harcèlement via les réseaux sociaux peut conduire à des suicides. Il y a des cas qui sont assez récurrents. Et donc, de toute manière, les réseaux sociaux euh, pro- proposent une façon d'interagir socialement qui est différente d'une relation normale. Enfin, non, quand je dis normale, c'est-à-dire une relation en présentiel. Et donc, on perd cette compétence. On perd aujourd'hui quelqu'un que vous voyez en visioconférence, peut-être il va vous parler autrement quand il est en présentiel, parce qu'il va ressentir d'autres choses. Et donc ça requiert le développement d'une intelligence interpersonnelle qu'on va essayer de développer. Ouais. Fida, j'ai juste une petite question parce qu'on a reçu une notification qu'il reste 3 minutes. Est-ce que, comme c'est toi l'administrateur de Teams, Non, non, on n'a non, pas de limite de temps. Ouais. bah, c'est parfait, très bien. Mais c'est bien que tu m'interromps. Non, on peut avoir quelques. Non, non, tu peux Ouais, continuer. voilà. Bon, tout ça pour dire que dans chaque compétence ici que vous voyez, il y a une façon, enfin, nous, on réfléchit à faire en sorte de développer des fonctionnalités dans notre application pour avoir un usage utile de l'écran, à savoir le smartphone. Voilà, j'ai tenté de vous donner quelques exemples. Je finirai juste par dire que, effectivement, confirmer ce que Yacine a dit. Effectivement, on a des activités qui mobilisent la mémoire visuelle, la mémoire auditive. Ça, c'est très important, encore plus pour le visuel, parce on a des élèves, enfin, tout à l'heure, je voyais que c'était 60%. Moi, je pense que c'était avant, le sondage a été fait avant Covid, je crois. Donc avec les smartphones et l'usage vraiment systématique de l'image, je pense qu'aujourd'hui on a développé une mémoire visuelle qui est omniprésente par rapport aux autres types de mémoire. Euh, et donc nous on essaye de capitaliser là-dessus. Voilà. Donc euh, voilà, je pourrais m'attarder davantage sur l'application. De toute façon, il y a il y a un site internet qui résume plus ou moins ce que j'ai dit. Et donc, j'espère que j'ai pu au moins aborder voilà, la problématique dans toute sa complexité. Et je vous remercie de votre attention.